Bonjour à tous, bienvenue à Boisvert Radio. Aujourd'hui, c'est le début de la saison 2 de Boisvert Radio. Après 44 émissions là, quotidiennes en juin, juillet et août, je suis de retour et je suis très heureux de l'être. Pour ce retour, Boisvert Radio adoptera un nouveau format d'émission. Si vous n'êtes pas encore là, au courant, je vous invite à revenir voir dans le Facebook là, de Boisvert Radio une publication qui a été en ligne lundi qui va vous expliquer là, chaque détail de ce nouveau format et de ce retour-là de Boisvert Radio. Tout d'abord, je tiens à vous dire qu'aujourd'hui, je suis accompagné de James Détourneau. James Détourneau, qui est aussi animateur là, de sa page Le Monde du Hockey NHL News. Je lui ai demandé là, de venir rejoindre là, Boisvert Radio en tant que collaborateur pour les invités là, qui parlent, qui sont liés là, au sujet qu'est le hockey. Et je suis très heureux de l'avoir à mes côtés aujourd'hui. Salut James, ça va? Salut Charles, ça va bien toi? Oui, super. Écoute, je vais présenter notre invité d'aujourd'hui et ensuite on commencera la discussion. Donc aujourd'hui, on reçoit un invité là, très intéressant puisqu'il s'agit de Jérémy Grégoire. Jérémy Grégoire, c'est un joueur maintenant là, des Roadrunners de Tucson dans la Ligue américaine de hockey. Les Roadrunners de Tucson, ça, c'est une équipe qui est affiliée aux Coyotes de l'Arizona. Les Coyotes là, qui sont une équipe de la Ligue nationale de hockey. Et Jérémy, c'est aussi un ancien joueur du Canadien de Montréal. Qui a joué là, qui a été dans l'organisation en évoluant là, 2 saisons pour les Ice Caps de Saint John's et également une saison pour le Rocket de Laval. Et c'est aussi un ancien joueur de la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui a joué pour les Saguenay de Chicoutimi et pour le Dracard de Bécomo, équipe pour laquelle il a été le capitaine. Salut Jérémy, ça va? Salut, ça va, oui. Oui, parfait. Écoute, commençons là, cette discussion par le premier sujet, soit les Roadrunners de Tucson. Donc, James, tu voulais parler à Jérémy là, d'un sujet en particulier? Oui, tout d'abord, salut Jérémy. Écoute, moi, ce que j'aimerais savoir, là, c'est ton bilan personnel là, pour la saison qu'on vient de passer, donc l'an dernier. Total de 22 points en 51 matchs, oui. Votre équipe a connu une bonne saison. Premier rang de la division Pacifique avec 75 points. Donc, ce que je voulais savoir, c'est vraiment ton bilan personnel à toi et également là, au niveau de l'équipe là, en général. Oui, bien, l'an dernier, j'ai été échangé en Arizona à peu près en février, puis ça avait bien terminé l'année. Ils m'ont fait signer un autre contrat, mais de commencer l'année en Arizona, je trouvais que ça faisait du bien. Je connaissais les joueurs, je connaissais les coachs, le staff, il y avait déjà une opinion envers moi. Mais j'ai vraiment un bon début de saison. Jusqu'à décembre, je dirais. En décembre, j'ai subi une commotion cérébrale. Puis ça m'a peut-être ralenti un peu. Là. Fait que j'ai eu un 10-15 matchs. Ensuite, là, je me cherchais un peu plus, février et tout ça. Puis juste avant la pandémie, début du mois de mars, je recommençais là, à jouer comme au début de la saison. Là. Je suis un joueur de caractère qui joue quand même dur dans les coins, mais j'amenais aussi de l'offensive. En 20 matchs, je pense, au début de l'année, j'étais quand même rendu à 15-16 points, là, ce qui est quand même bon pour un joueur de mon rôle. En désavantage numérique, puis j'étais un des meilleurs joueurs de la Ligue avec 3 buts en désavantage numérique déjà au mois de novembre. Fait que c'est quelque chose qui était très intéressant, mais là, pas de série, l'équipe allait bien. C'est un petit peu décevant. Là. Fait que, il y a quand même un petit goût amer, si on veut. Là. OK. Et toi, là, justement, avec les Roadrunners de Tucson, tu as joué, si je comprends bien, la saison 2019-2020 au complet avec les Roadrunners. Ouais. Et tu as joué 26 matchs aussi la saison d'avant à Tucson. Fait que dans le fond, 1 an et demi dans le soleil de l'Arizona. J'aimerais que tu me parles, ça ressemble à quoi le hockey là-bas en Arizona? On sait qu'on n'est pas dans un marché là, comme au Canada ou dans le nord des États-Unis. Comment ça se passe? Non, c'est vraiment différent. Au début de l'année, j'avais signé avec le club école des Prédateurs de Nashville. Donc, j'étais à Milwaukee, qui est dans le coin de Chicago, avec un hiver un peu comme ici, là, venteux, de la neige. Puis, quand je me suis fait échanger au milieu de l'hiver, je m'en vais en Arizona, il fait soleil. Puis là, je finis ma première pratique, je sors de l'aréna, puis il y a un gars qui me dit hey, tu veux venir avec nous, on va aller jouer au golf. Puis là, il y en a un autre qui me dit nous autres, on va à la piscine. Puis là, je fais après la pratique, c'était pas une option à Milwaukee, là, il faisait froid. Puis moi, après la pratique, il fallait que j'aille pelleter mon entrée de cours. Fait que c'était différent. Là, mais je te dirais qu'on a quand même beaucoup de fans au match. Là. On a peut-être 3500, 4000 personnes à chaque match, qui est excellent. C'est une petite ville à une demi-heure du Mexique, là, Tucson, en Arizona. Il fait chaud, il fait beau, puis j'ai bien plus d'amis qui viennent me visiter que quand j'étais à Milwaukee ou à Saint John's. C'est très différent. Oui, c'est sûr, l'ambiance va être assez différente. Mm-hmm. J'aimerais que tu me parles, là, toi, la prochaine saison, tu as ton contrat en poche avec Tucson. Est-ce que c'est un contrat 2 volets NHL Ligue américaine ou un volet Ligue américaine?
Non, exactement. C'est un volet Ligue américaine. Puis, OK. c'est sûr que je travaille fort pour avoir un contrat de Ligue nationale. Là. Puis, ce que j'aime à Tucson, c'est que notre directeur général, qui était notre directeur général dans le fond du club de la Ligue américaine, est rendu le directeur en Arizona. Puis, je pense qu'il y a quand même une opinion favorable pour moi. Fait que si les actes sont en ligne, puis je joue bien, puis tout se passe bien, là, je suis quand même confiant de décrocher un contrat de Ligue nationale avec eux. Oui, mais j'aimerais que tu me parles aussi, c'est une situation spéciale que vous vivez dans l'organisation des Coyotes présentement, puisque juste avant le début des séries, là, John Chaika a quitté l'équipe. Steve Sullivan, qui était le directeur général là, des Roadrunners, a pris la relève. Toi, est-ce que ce changement soudain là, de directeur général, est-ce que ce changement-là va t'affecter? Il m'affecte, s'il m'affecte, c'est positivement, je dirais, parce que Ouais. John Chayka, il a son équipe à gérer, puis Steve Sullivan, lui, était toujours avec nous dans la Ligue américaine, donc il connaît les joueurs de son club école, il connaît nos forces, il connaît nos faiblesses, il sait quel joueur qui pourrait remplir quel rôle en haut. Fait que je vois ça d'un bon œil, là, c'est sûr. Parfait. Et toi, personnellement, c'est quoi ton objectif pour la saison prochaine? Mon but, c'est de jouer des matchs avec les Coyotes. Là. Je suis rendu à ma 6e année professionnelle, 300 matchs dans la Ligue américaine, j'ai de l'expérience. Je sais ce qu'il faut que j'accomplisse pour avoir du succès. Puis selon moi, je suis capable d'avoir du succès dans un rôle précis dans la Ligue nationale. Un rôle d'un gars qui est bon en échec avant, qui récupère des rondelles, qui donne de l'énergie là, à une équipe. Là. Je pense que ça en prend des joueurs de même, puis je suis ce joueur-là. Là. Parfait. James, à toi? Ben, je pense qu'un petit peu, là, que tu viens de parler un petit peu de ma prochaine question, en fait, qui était là, justement de parler de ton rôle avec le club école des Roadrunners en bas. Justement, le rôle que tu peux avoir, puis l'influence que tu as sur ton équipe en même temps, de quelle façon les entraîneurs te font confiance, dans quel justement rôle là, que tu prends beaucoup de temps de glace là-bas? Beaucoup en désavantage numérique. Dès qu'on a une punition, j'embarque sur la glace, puis je fais le travail aussi. Fait que les coachs, ils me récompensent bien là-dessus. Je joue sur un 3e, 4e trio pour commencer la partie. Puis, si on voit qu'il y a des joueurs plus offensifs qui ont de la difficulté, qui sont un peu plus amorphes, là, bien, là, le coach n'hésite pas à me mettre avec eux. Puis souvent, ça a donné des belles choses quand même. Souvent, eux autres, c'est des joueurs de talent, des joueurs de finesse, fait qu'ils ont besoin d'un peu plus de joueurs de caractère là, qui va chercher la rondelle puis qui fait peut-être le travail sale puis qui leur donne. Ça, c'est ça que j'ai aimé, c'est qu'avec cette organisation-là, j'ai la chance de le faire souvent, de jouer avec des joueurs de premier, deuxième trio. Puis, j'ai été un joueur quand même offensif là, au niveau junior, fait que je suis capable de me débrouiller offensivement. Puis, je sais comment que ces gars-là pensent, fait que ça a juste été un bon fit. Là. C'est pour ça que là, une année complète, l'an prochain, j'espère que c'est une année complète. Je pense que je peux faire des belles choses. Excellent. Parlons maintenant là, de la pandémie, là, malheureusement, là, la pandémie de COVID-19 qui a littéralement mis tout le monde sur pause, là, y compris le monde du sport. James l'a mentionné tantôt, vous étiez au premier rang de la division Pacifique. Comment est-ce que toi et l'équipe, vous avez pris la nouvelle? Ça a été un peu un coup, tu sais, on s'en entendait pas, là. On en entendait parler du virus, mais aux États-Unis, je ne sais pas, on dirait qu'ils ne voulaient pas écouter là, ce qui se passait. Puis même le mercredi soir, je m'en souviens, je pense que c'était le 11 mars, un mercredi soir, on jouait. Puis là, les gars, après la deuxième, entre la 2 et la 3, on niaisait quasiment hey, les derniers matchs de l'année, les gars, ça a été un honneur de jouer avec vous autres, puis blablabla. Puis on riait un peu, là, voyons que notre saison est cancellée. Mais là, quand on est revenu dans le vestiaire après le match, le NBA avait cancellé leur saison. Puis là, c'est là que ça a été un effet domino. Là. Fait qu'on s'est dit, crime, c'est vrai. Mais après ça, le lendemain matin, ils nous ont dit restez à Tucson, restez en ville 2 semaines à peu près relaxés. Fait que là, le lendemain, c'était quasiment comme si c'était des petites vacances. C'était un All-Star Break ou un congé de Noël. Fait que les gars, on va à la piscine, on va jouer au golf, on se faisait des activités. Mais là, plus que les jours passaient, 2, 3, 4 jours, tout fermait. Le gym pas de l'hôtel, mais de l'appartement où on habitait fermait. Les restaurants, tout le monde se garochait sur le papier de toilette à l'épicerie et toutes ces affaires-là. Fait que, on s'est dit, ouais, peut-être qu'on est mieux de retourner chez nous. Puis là, le gouvernement, il allait fermer les frontières. Fait que ce que j'ai fait, j'ai pris ma poche, j'ai pris toutes mes choses. Mon appartement, je l'ai vidé, puis j'ai pris un vol Phoenix-Montréal, après ça, Montréal-Bécomo pour aller rejoindre mes parents là, pendant la quarantaine. OK. Ah, très intéressant. James, ouais, à toi? Ben justement, là, à ton retour à Bécomo, là, moi, je voulais savoir, c'est comment tu as vécu le confinement, puis tu sais également comment tu faisais pour continuer à garder la forme, continuer à te donner en forme, justement, puis de passer le temps, si on veut. Je ne sais pas si par moment ça a été long pour toi.
Oui, ça a quand même été long. Mais heureusement, j'ai mon frère aussi qui joue dans la Ligue américaine, puis lui était revenu de San Jose. Là. Il a chauffé 72 heures quasiment. Ouais, un bon temps là, de la côte ouest jusqu'à Baie-Comeau Wow. sur la côte nord là, au Québec. Fait que ça a été quelque chose. Mais moi, les 3, 4 premières semaines, je m'entraînais dans ma chambre parce qu'on ne pouvait pas nécessairement sortir tant que ça. Mais faire le confinement à Baie-Comeau, ça n'a pas été si pire parce que je peux aller prendre des marches sur le bord de la mer. Puis moi, je suis originaire de Sherbrooke. En ce moment, je suis à Sherbrooke pour tout l'été. Puis j'aimais mieux être à Baie-Comeau justement pour pouvoir sortir. Tandis qu'ici, dans une plus grosse ville, il faut que tu fasses attention et que tu restes plus cloîtré chez vous. Mais après ça, j'ai pris je fais un cours à distance aussi. J'ai décidé de faire ça l'hiver, donc j'avais mon cours à travailler. Ça m'aidait à passer un peu le temps, là, être dans mes livres. Ensuite, j'en ai pris un autre pour l'autre session. Fait que ça m'a gardé occupé, mais vers la fin, là, j'avais hâte que ça déconfine, c'est sûr. Là, parce que là, je connaissais toutes les émissions qui passaient à TVA en ordre. Là, fait que, mais non, ça a été le fun d'être avec la famille aussi. On a fait une semaine d'un souper presque parfait. On était 5 avec la blonde à mon frère qui était là. Fait qu'on s'est tous pris une journée dans la semaine. On faisait à manger, on a filmé ça. Fait que ça a fait comme un petit vidéo comme à télévision. Là. Fait qu'on on se trouvait des activités. Ah, c'est bien le fun. Là, présentement, là, tu dois être là dans les derniers milles de ta préparation là, en vue de la prochaine saison qui va débuter le 4 décembre dans la Ligue américaine. Dans le fond, présentement, à quoi ressemble ta préparation? Et c'est quoi ton horaire dans les prochaines semaines? Par exemple, quand est-ce que tu retournes à Tucson? Quand est-ce que le camp commence? Est-ce que tu vas aller au camp des Coyotes aussi en novembre? Dans le fond, ça ressemble à quoi ton planning? Ça, c'est le mystère de la vie. On n'a aucune Ouais. idée en ce moment. T'sais, ils nous ont dit que les camps d'entraînement étaient le 4 décembre, mais on n'a pas eu plus de nouvelles. Puis je pense que même eux, là, ils ne savent pas si ça va recommencer vraiment le 4 décembre. Ouais. Fait qu'en ce moment, je me considère en période, en entraînement période estivale, comme si j'étais dans le milieu de mon été. Là. Fait que mon OK. horaire, le matin, je me lève, je fais des bas du corps 2 fois par semaine, le haut du corps 2 autres fois par semaine. Puis j'ai de la glace aussi 3 fois par semaine. Fait que je me lève, je vais chez mon entraîneur. En ce moment, on s'entraîne dans la cour arrière de mon coach. Il a fait une grosse plateforme, puis on est là. Puis, c'est un beau setup, on manque de rien, mais tant qu'à aller dans un gymnase avec toutes les règles, les masques, puis tout ça, là, on garde nos distances chez mon coach. Puis là, après ça, souvent, on va patiner, puis c'est mon père là, qui est entraîneur dans la LHJMQ qui donne Ouais, les pratiques. ouais, Fait que, Jean-François. ouais, on a un beau programme d'entraînement là-bas avec plein de joueurs. Une couple de joueurs qui jouent dans la Ligue américaine, plusieurs joueurs qui jouent junior majeur. Tout, pas mal les gars de Sherbrooke. Là, fait que ça nous fait un bel été. Puis là, quand on termine, il est peut-être midi, 1 heure. Là, après ça, on va jouer au golf. J'ai eu beaucoup de temps pour jouer au golf cet été. Fait que ça a été assez plaisant. Là. OK, parfait. James, je te laisse enchaîner là, sur le prochain sujet. Yes, donc on va parler un petit peu de ton passage dans l'organisation du Canadien, du Rocket de Laval également, là, puis dans le fond de ton repêchage quand tu as été repêché justement par l'organisation du Canadien. Dans le fond, la question était de patienter jusqu'en 6e ronde de la journée de ton repêchage, justement par l'organisation du Canadien. Comment tu as vécu ça, le fait de patienter jusqu'en 6e ronde, ce qui est quand même un petit peu long, mais que finalement, tu es sorti par le Canadien, tu es un petit Québécois, tu sors par l'équipe justement du Québec. Quel honneur as-tu ressenti de ça? Ton pressentiment par rapport à ça, là, de cette journée-là? Ça a été, ça a été des émotions en montagne russe parce qu'à 16 ans, à Chicoutimi, j'avais vraiment eu une bonne première saison. Tu rentres dans la ligue, puis j'avais joué pour Équipe Canada après ça, les moins de 18 ans. J'ai eu un bon tournoi l'été. Fait que, au début de la saison à Chicoutimi, je me suis blessé. Puis quand je suis revenu, je me suis cherché un peu. C'était l'année de repêchage aussi. Fait que si je me mettais un peu trop de pression sur les épaules, puis tu veux impressionner, puis tout ça. Puis, une fois que je me suis fait échanger à Bécomo, c'est là que j'ai retrouvé mes repères. Je me sentais confortable avec l'entraîneur, avec les joueurs. Puis, on a perdu en finale contre Halifax cette année-là, là, contre McKinnon, Jonathan Drouin, puis Zach Fucal. Fait que j'avais fini sur une bonne note. J'avais été invité au Combine, mais mon début de saison n'avait vraiment pas été bon. Là. Fait que je ne savais pas où j'allais sortir. Je pensais que ça allait être un peu plus tôt, c'est sûr. Mais une fois que c'était le Canadien, après ça, une fois que tu es repêché, là, tu oublies tout, puis tu es juste vraiment heureux. J'avais toute ma famille, j'ai un de mes meilleurs amis aussi s'est fait repêcher au Minnesota. Fait que ça a été cool pour ça, là, ça c'est sûr. Mais rendu là, pour un francophone comme moi qui se fait repêcher, puis c'est le Canadien, tu peux pas demander plus. Là. Good.
Après ça, là, je vais parler un peu là, de tes années professionnelles. On va revenir tantôt là, un peu après là, sur les années juniors. Tout d'abord, là, tu arrives pro à 20 ans, si je ne me trompe pas. Tu vis tes 2 premières années professionnelles dans la Ligue américaine là, avec les Ice Caps de Saint John, mais pas Saint John Nouveau-Brunswick, là, Saint John Terre-Neuve. Ouais. Parle-moi de ton adaptation là, à Saint John, parce qu'on va s'entendre là, que c'est loin sur un temps. Puis aussi, de ton adaptation, puis dans le fond, de tes années là, avec les Ice Caps. Mhm. Ça a été mes plus belles années, je te dirais, de la ville. Là. Tu sais, c'est la ville que j'ai préférée, là, Saint-Jean. Les gens me disent ça, ah ouais, c'est loin, mais Ouais. honnêtement, j'ai adoré ça. C'est quasiment comme si tu étais en Europe. Il y a une vibe irlandaise, les gens sont chaleureux, tu sais, es sur le bord de la mer, il y a des icebergs au printemps. Tu sais, c'est fou, c'est quelque chose que tu n'as pas au Québec, là, fait que ça change vraiment. Mais sur la glace, ça a été plus difficile pour moi, ça a été une adaptation assez rough. Je passais du junior, beaucoup de temps de glace, tu es plus fort physiquement que tout le monde. Puis là, tu arrives dans une ligue avec des hommes. Là, fait que ça a été 2 bonnes années d'adaptation. Ça a été plus rough niveau mental, puis tout ça. Mais au moins, ça m'a permis d'être prêt pour ma 3e année parce que là, à Laval, je me sentais vraiment à ma place. Je connaissais la ligue, je connaissais les coachs, mon rôle, puis tout ça. Puis j'ai vraiment eu une bonne saison, selon moi, à Laval. Puis après ça, c'est plate que ça se soit terminé ainsi avec le Rocket puis l'organisation parce que, selon moi, je crois que j'avais des chances d'un rappel, là, surtout avant Noël, que ça allait super bien. Mais les circonstances n'ont pas fait ça. Ouais. James, aimerais-tu ajouter quelque chose là, sur la saison avec le Rocket? Oui, ben justement, à Laval, tu le disais, tu avais connu une bonne saison. Je pense que c'était justement ta meilleure offensivement là, dans le hockey professionnel dans la Ligue américaine. C'était 25 points en 63 matchs. Écoute, j'aimerais que tu me parles de cette saison-là, justement. C'était ta seule année, je pense, avec le Rocket de Laval. Ouais. C'est là que l'équipe du Club école du Canadien a déménagé. Mm-hmm. Je veux redire un mot là-dessus, là, de comment tu as vécu ça, puis justement, comment tu as vu que c'était plus proche là, de Montréal, justement là-dessus. Ouais, j'avais passé mon été à m'entraîner à Laval, puis je restais chez mon bon ami Zach là, Fical, qui était gardien de but avec nous. Donc, j'étais dans mes petites choses. Le camp d'entraînement a commencé, je n'étais pas à l'hôtel, j'étais chez nous. Ma routine ne changeait pas vraiment. Fait que je savais aussi qu'il fallait que je connaisse une bonne saison si je voulais rester dans l'organisation puis avoir des matchs avec le grand club. Fait que, dès le camp d'entraînement, j'ai eu 2 bons matchs. Après ça, je suis retourné à Laval. Un bon début de saison, mais j'étais focus sur mes choses. Je voulais, comment dire, roulais ce que je pouvais. Puis l'extérieur, c'était juste du white noise qu'on dit en anglais. Là. C'était pas important. Fait que ça s'est bien déroulé. Puis là, ça a commencé à moins bien aller à Laval au niveau de l'équipe. Puis ça a peut-être joué sur ma fiche personnelle. Mais honnêtement, même quand je produisais un petit peu moins après Noël, je jouais quand même bien. Mais cette année-là, le grand club, ils ont fini dernier. Puis nous, on a fini pas mal des bas-fonds aussi. Fait que c'était pas tentant de l'organisation de signer grand monde. Je pense pas qu'il y ait grand monde qui a survécu à cette année-là à Laval. Ouais. Je me demandais, est-ce que, selon toi, avoir connu des années dans le club école du Canadien sous les ordres de Joël Bouchard aurait changé quelque chose vis-à-vis de ce que tu as eu avec Sylvain Lefebvre? C'est une bonne question. Tu sais, Sylvain, j'y parle encore, il vient de mon coin, puis c'est un super bon coach pour moi. Peut-être que la technique puis l'approche aurait été différente, mais ça, c'est comme n'importe quel entraîneur. Ouais. Sylvain, il m'a apporté plein de choses qui m'ont aidé sur ma game, surtout mon jeu défensif, la qualité de mon bâton, l'angle à prendre pour enlever la rondelle à un joueur. Tous les petits détails qu'un partisan peut regarder le match puis il ne voit pas, mais en tant que joueur, ça fait ton succès. Puis ça fait mon succès en ce moment parce que mon jeu défensif, je suis quand même reconnu pour ça dans mon équipe et dans mon organisation en ce moment. Mais c'est une bonne question. C'est drôle, je ne me suis jamais vraiment penché là-dessus. Là. Oui, parce qu'on sait, là, les partisans puis les journalistes, on voulait sacrer Sylvain Lefebvre dehors à couper dans le cul, mais voir ce qu'il t'a apporté, je trouve ça quand même intéressant. Voir comment tu me parles de lui, c'est le fun. Oui, non, exactement. Il y a beaucoup d'opinions et de choses qui se déroulent à l'extérieur, mais quand Ouais. tu le vis vraiment de l'intérieur, c'est complètement différent. Ouais. J'aimerais qu'on parle de ta carrière junior. Plus précisément là, de l'année 2013-2014.
avec le Dracor que tu as eu, ben, tu m'as dit tantôt là, que oui, vous étiez rendu en finale de la Coupe du Président là, contre Halifax l'année précédente aussi. C'est bien ça? Oui, Fait que exactement. 2 ans de suite en finale de la Coupe du Président. Comment tu as vécu ça? Premièrement, ben, la première année face au train là, des Mooseheads qui était mené là, par autant de vedettes qu'on connaît aujourd'hui, mais aussi l'année d'après, contre la défaite contre les Foreurs, là, le match numéro 7, là, je m'en rappelle encore, je l'ai vu à TV. Le but égalisateur, tu le marques avec 1,59 à faire. Après Anthony Manta, il reste 52 secondes, il a marqué le but gagnant pour faire 4-3 pour donner la victoire. Là. Je te rappelle sûrement des mauvais souvenirs là, en disant ça, là, mais comment là, deux finales de suite, 2 défaites de suite, comment est-ce que tu as vécu ça justement en tant que membre là, du Dracor de Bécomo? Ben, quand on a perdu notre première finale contre les Moussettes, on savait qu'ils étaient meilleurs que nous. Puis on savait aussi qu'on allait avoir pas mal un noyau de joueurs similaire là, pour l'année d'après. Mm-hmm. Donc on se disait que c'était un peu partie remise. Mais l'année contre Val-d'Or, ça, c'est encore crève-cœur. Puis on a vraiment un groupe serré chez le Dracor, je dis, au moment présent, parce que ça fait 5 ans qu'à chaque été, on va une fin de semaine en chalet avec ceux qui veulent. Fait qu'on a tout le temps une gang de 12, 13, 14 gars là, qui ont joué ensemble. Fait qu'on se tient encore. Mais ouais, ce match numéro 7-là, je m'en souviens comme si c'était hier. On était à Bécomo. L'Arena, il y a 3042 sièges, mais je pense qu'il y avait peut-être 4000 personnes dans l'Arena, 4500. Là. Il y avait des gens assis partout dans les marches. Les policiers étaient tous au match. D'après moi, la ville était vide, là, rendue là. Puis on perdait 3-0 en début de troisième période. Ouais. Puis on marque un but, un deuxième. Puis là, c'est ça. Le hockey, c'est un jeu de momentum, c'est un jeu d'émotion. Puis comme un but. Bon, là, le monde sont comme dire peut-être qu'on a une chance. Puis là, un deuxième, là, les gens étaient sur le bout de leur siège. Puis je me rappelle quand j'ai marqué, c'était comme une explosion dans l'aréna. Ma pension, elle me disait, je connaissais même pas les gens alentour de moi. Puis là, ça se donnait des high fives, ça se pitchait partout. Puis c'était vraiment des beaux moments. Là, après ça, le jeu à Manta, ce qui est peu commun, c'est que c'est le défenseur qui a lancé la rondelle alentour de la baie vitrée. Puis elle a pris un mauvais bond, puis il est revenu tout de suite dans l'enclave. Fait que lui, il y avait un filet désert. Tout le monde cherchait encore la rondelle. Puis le lendemain matin, on a perdu avec ce bon-là. Ils ont changé la baie vitrée. Juste pour dire, c'était le côté défectueux de l'aréna. Mais non, ça a été dur. Puis même pour la ville, c'était quasiment comme si la ville était en deuil parce qu'on savait que notre cycle était sûrement terminé. Que l'année d'après, moi, je restais, mais il y avait beaucoup de pièces qui s'en allaient. Là. Fait que les gens étaient déçus pour nous. Nous, on était déçus aussi. Mais regarde, on reste encore quand même proches, là, les gars. Fait que, je me suis fait des bons amis pour la vie, puis en même temps, c'est ce qui compte aussi. Oui, parce qu'il faut savoir que cette année-là aussi, l'année contre Val-d'Or, vous avez quand même terminé au premier rang là, de la saison régulière là, au classement. Donc, c'est très impressionnant. Une belle saison qui termine crève-cœur. Ouais. James, je te laisse poursuivre. Oui, on va continuer sur le hockey junior, justement. Tu sais, 3 de tes 4 années, justement, dans le hockey junior, tu as eu une lettre sur ton chandail, dont la dernière année à Bécomo, tu as eu le C sur ton gilet, donc tu étais le capitaine. Tu es un bon leader, on ne se le cachera pas. Puis écoute, tu l'as dit, défensivement, tu es prêt à te sacrifier pour l'équipe. Ton différentiel, plus et moi, a pas mal toujours été dans les bons, honnêtement. Parle-moi un petit peu là, de ton côté leadership dans le vestiaire, autant dans le vestiaire que sur la patinoire, oui. Je suis un gars sérieux. Tu sais, ceux qui vous connaissent, c'est sûr qu'ils vont dire de moi, mais c'est dans ma préparation que ça fait une différence. Tu sais, la manière que j'approche un match, puis c'est pas juste un match aussi, c'est la saison complète. Tu sais, 68 matchs, 76 matchs dans le pro, c'est long, c'est dur sur le mental. Fait que de pouvoir, à chaque pratique, faire les petites choses, là, tu sais, les étirements, faire mon entraînement comme il faut, les pratiques, tout le temps me donner à fond. Ça donne l'exemple. Puis ensuite, dans le vestiaire, ma relation avec les autres, je prends le temps d'écouter ce que les autres disent. C'est pas facile une saison, puis on est une famille, puis c'est pas tout le monde qui a des beaux moments à chaque fois. Fait que d'essayer de créer une proximité puis un lien avec tous les joueurs, ça m'est cher. Puis même en ce moment, dans le professionnel, là, les clubs et les entraîneurs, surtout, ils me disent d'essayer d'habiter avec des jeunes pour l'intégration puis l'adaptation. Okay. Ça, c'est un rôle que je prends à cœur aussi parce que ça en prend là. Puis, peut-être les durs moments que j'ai vécu mes 2-3 premières années dans le hockey professionnel m'aident justement à garder une place parce que je suis capable d'aider les autres à cause de ça. Là.
OK, c'est bon. J'aimerais qu'on parle maintenant de l'Europe. Parce que l'Europe, on ne se le cachera pas, pour chaque joueur là, qui évolue au niveau professionnel, c'est une opportunité intéressante dans l'optique où on doit avoir là, un meilleur salaire en Europe. Aussi, passer là, que si jamais, ben là, présentement avec les Roadrunners, tu disais que tu étais un joueur plus de troisième, quatrième trio qui allait sur le premier, deuxième trio, mais certains joueurs qui sont sur les troisième, quatrième trio dans la Ligue américaine sont séduits par l'idée d'évoluer sur un premier trio ou d'être une star là, dans un club en Europe. Par exemple, là, c'est un parfait hasard. Là, dimanche dernier, je suis tombé sur un article là, je pense que c'est le journal L'Express de Drummondville qui disait que Charles-David Baudouin, qui est un ancien joueur là, de la Ligue d'hockey junior majeure du Québec, qui a roulé sa bosse là, dans la Ligue américaine et dans la Ligue East Coast après sa carrière junior, a décidé de partir là, en Autriche pour la saison prochaine. Et ben, on a aussi là, d'autres joueurs plus connus là, québécois comme David Dernay, Maxime Lapierre ou Maxime Talbot qui sont déjà allés en Europe. Toi, Jérémy, tu es à ta 6e année professionnelle. 6 ans qui se sont passés là, dans la Ligue américaine. Est-ce que tu as déjà pensé à l'Europe? Définitivement, j'ai pas pensé encore parce que il me reste un an de contrat. Puis je me suis toujours dit, tant que le côté nord-américain, il y a des équipes qui vont m'appeler, ils vont vouloir que je reste, je vais rester parce que mon rêve, c'est de jouer dans la Ligue nationale, dans la saison régulière. Fait que tant qu'il y a quelqu'un qui veut m'avoir, je vais rester ici. Mais je veux jouer en Europe un jour. Même si on ne sait jamais ce qui peut arriver, les choses débloquent, puis après ça, je joue pendant 9-10 ans dans la Ligue nationale, bien après, je veux une année en Europe quand même parce que j'aime voyager. Il y a tellement des beaux pays là-bas, puis la culture est différente. Je suis quelqu'un qui est ouvert d'esprit et qui veut vivre ça, là, vivre dans une place où il y a une langue différente. Ça m'attire vraiment. Fait que définitivement, l'Europe, c'est une option. Je veux jouer là-bas. Je vais jouer là-bas un jour. C'est juste à savoir quand. Là. OK. Ah, très intéressant comme réponse. James, à toi? Parlons de combat. Écoute, ça doit te faire rire un petit peu, mais tu as beaucoup de minutes de pénalité dans tes dernières années. Puis si on tape sur YouTube, là, Jérémy Grégoire, on voit plusieurs de tes combats. Question comme ça, est-ce que tu te considères comme un goon? Non, vraiment pas, en fait, parce que ça a changé, là, le hockey à cette heure. C'est mes premières années, les goons, il y en avait de moins en moins dans la Ligue nationale. Fait que là, ils descendaient dans la Ligue américaine. Puis, je suis un joueur de caractère, ça, c'est sûr. Mais un goon, non, parce que je vais jouer plus que 3-4 minutes par batch. Là. J'ai mon temps de glace régulier. Mais ouais, quand je me fais challenger, surtout quand tu es jeune, première année, deuxième année, les gars, ils t'essayent. C'est un peu comme un nouveau coq qui arrive dans Basco. Fait que c'est des choses qui arrivent, mais depuis que je suis jeune, je fais de l'entraînement. Depuis que j'ai 11 ans, là, je prends des cours de boxe juste pour la confiance, puis être prêt si jamais il y a quelque chose qui se passe. Mais jamais, jamais que je me dis il faut que je me batte ce soir ou il y a un combat qui va se passer. Parce que de toute manière, dans la Ligue américaine, maintenant, on a un maximum de 10 combats. 10 combats par année, puis après ça, tu as une suspension. Fait que souvent, c'est plus des 2 minutes rudesse ou des 10 minutes de mauvaise conduite peut-être qui peuvent arriver. Là. OK. Mais le fait que tu te battes aussi souvent, comment t'expliques ça? Je suis un gars d'émotion, puis le hockey, c'est un jeu d'émotion. Fait que je m'en laisse pas imposer non plus. Là. Mais j'expliquerais ça comment? Comme ça. Je peux pas dire que ma mère est trop contente, mais en même temps, on dit souvent, mais c'est peut-être une fois par 6-7 matchs. Là. Fait que j'ai 10 bagarres à prendre, si on veut. Là. Fait que il faut les répartir un peu. Là. Une bougie d'allumage, ouais, si on veut Ouais, peut-être. exactement. Tu as raison, James. Dans un match de hockey, des fois, il ne se passe rien, puis là, une grosse mise en échec ou une bagarre, puis c'est peut-être de moins en moins nécessaire, mais je crois encore que ça a sa place, surtout au niveau du respect, parce qu'un bâton de hockey, c'est quasiment une arme, là, puis quand tu te fais frapper avec ça, faut que tu rendes les gens accountable, si on peut dire ça comme ça. Tu défends tes coéquipiers aussi souvent, là, dans ton rôle de leader aussi, c'est important. Oui, exactement. Je me considère quand même comme un grand frère là, pour ces gars-là, même s'il y en a qui ont quasiment mon âge, mais j'ai toujours eu plus cette maturité-là de protecteur. J'adore que tu parles de grand frère parce que ça fait un beau lien avec notre prochain sujet. Parce que tu es le grand frère
d'un joueur, là, d'un autre joueur de la Ligue américaine, comme tu l'as dit tantôt, là, Thomas Grégoire, qui est ton frère, qui a joué pour l'équipe de chez vous, là, qui a joué pour le Phoenix de Sherbrooke lors de ses 4 années là, passées dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Comment, tout d'abord, là, est-ce que tu penses que toi, en tant que grand frère, tu as influencé Thomas dans sa carrière? Et aussi, est-ce que tu crois que le contraire est vrai? Est-ce que vous vous poussiez l'un l'autre? Comment ça se passait? Je pense que je l'ai influencé beaucoup. Le contraire, peut-être un petit peu moins parce qu'on a 3 ans et demi de différence. Puis je Ouais. suis quand même plus leader. Puis Thomas, lui, il est Roger Bontemps. Il va s'entraîner, il va faire toutes ces choses, mais quand il sort de l'aréna, quand il sort du gym, il va faire d'autres choses. Il va décrocher. Tandis que moi, je suis plus analytique. Je vais regarder du hockey, je vais analyser des vidéos. Fait que je pense qu'il a beaucoup appris là-dessus. Mais maintenant qu'il est rendu professionnel, là, c'est là que moi, j'apprends aussi de lui, d'être plus relax, d'aller faire d'autres activités, jouer au golf avec lui. Puis des fois, je me rends compte que de toujours travailler, c'est bien, mais il faut que tu travailles de la bonne manière. Ouais, je pense que ouais, c'est exactement ça. Il m'a montré à être plus relax un petit peu, puis à mieux gérer mon travail. Là. Et toi, qu'est-ce que tu lui as appris? Moi, j'ai appris à être dédié, à travailler fort. À chaque fois que tu vas dans le gymnase ou à chaque fois que tu joues un match, c'est pour jouer à 100%, puis tu donnes tout ce que tu as. Puis Thomas, il a vraiment eu une bonne saison cette année. Un petit défenseur offensif. Là, je l'ai eu d'en face souvent parce qu'il joue à San Jose. Fait qu'on a Ouais. joué 8 fois contre. Là. Fait que, je suis fier de lui, puis il y a une belle carrière qui est devant lui. Là. Vas-y, James. Yes, parfait. Donc, justement, dans ta jeunesse, à la maison, vraiment, avec les parents également, puis avec ton frère Thomas, comment ça se passait chez vous avec 2 joueurs de hockey qui jouaient quand même du hockey de haut niveau, là, élite? Comment qu'on faisait là, également aussi avec l'école? Donc, comment ça se passait à la maison? C'est une très bonne question. Mon père, c'est un ancien joueur de hockey. Il a joué un petit peu dans la Ligue américaine, puis en Europe, puis dans la Ligue centrale. Donc, il s'occupait du volet hockey quand il était jeune. Ma mère, professeure d'école, professeure de français. Donc, elle, c'est le volet école. À chaque fois qu'on revenait de l'école, justement, c'était le devoir en premier, puis ensuite, c'était le hockey. Ça a toujours été la grosse priorité. Puis moi, ça m'a aidé beaucoup, après ça, au niveau junior majeur, là, les études au cégep, que j'ai quand même eu du succès. Fait que, ils ont une belle relation là-dessus, mes parents. C'est l'école en premier, puis le hockey après. Good. Juste ajouter quelque chose en terminant, là. Il y a quelque chose que j'ai trouvé intéressant. Tu as dit tantôt que toi, tu étais plus analytique, que tu aimais ça, regarder du hockey dans tes temps libres. J'ai vu récemment là, que sur Facebook, tu as offert tes services en tant qu'entraîneur conseiller là, pour des organisations là, de hockey mineur, justement, jusqu'à temps que tu ailles à Tucson pour la prochaine saison de la Ligue américaine. Est-ce que je sais que tu es jeune à 24 ans, mais est-ce que devenir entraîneur après ta carrière, c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser? Vraiment, vraiment. Mon grand-père était entraîneur junior majeur. Mon père, il est en ce moment. Puis mon année de 19 ans à Bécomo, au début de l'année, je me suis blessé au camp du Canadien. J'ai eu une chirurgie du poignet, puis ça m'a pris 4 mois à me rétablir. Fait que ça faisait une semaine que j'étais dans les estrades. Puis là, mon entraîneur, il me fait signe de descendre dans la chambre. Puis là, il me dit, ça te tente-tu d'être entraîneur? Je suis entraîneur, tu sais, je suis joueur, là, je suis capitaine de l'équipe. Puis il dit, non, non, tu sais, viens sur le banc. Puis là, je n'ai pas de trouble. Fait que la game commence. Ben, le réchauffement commence, excuse-moi. Puis là, je reste assis. Puis je suis là, bon, ben, je vais aller sur le banc aujourd'hui. Puis là, il me dit, ben, as-tu fait tes lignes? Tes pairings de défenseurs? Puis je dis, ben non. Je pensais que j'étais sur le banc, t'encourage. Puis il dit, non, non, il dit, tu vas coacher les défenseurs aujourd'hui. Ah, ben ouais, c'est quand même une grosse responsabilité. Là. C'est des gars que, après ma blessure, j'allais jouer avec eux. Puis c'était quand même bizarre, mais j'ai eu la piqûre. Je me suis rendu compte que d'être de l'extérieur, ça a amélioré ma game parce que quand tu vois des joueurs qui rentrent au banc, quand tu vois certaines situations de jeu, tu te dis comment je réagirais moi dans cette situation-là. Ou je me dis, moi, quand je réagis dans cette situation-là, tu sais, ça a l'air de ça. Fait que d'avoir la vision externe, ça m'a vraiment aidé. Bref, en ce moment, je ne sais pas quand je vais repartir. J'ai besoin de faire d'autres choses que juste de l'école puis de l'entraînement. Fait que je me suis dit pourquoi pas. Puis les réponses ont quand même été très positives. En fin de semaine, il y a un petit gars qui s'en va à son école, pas à son école, excuse-moi, à son premier camp de la LHMQ. Puis il m'a demandé conseil.
il m'a demandé comment tu vois le camp, tes appréhensions quand toi, tu vas dans un camp. Puis juste de lui répondre, ça m'a fait penser à comment je peux réagir mieux quand moi-même je vais dans mon camp d'entraînement. Là. Fait que de juste pouvoir l'aider puis d'avoir écrit ça, j'étais vraiment heureux. Puis aussi, dans la région à Sherbrooke, si jamais il y a des écoles qui ont besoin que j'embarque sur la glace avec eux, que je fasse des pratiques privées, des pratiques un petit peu différentes que leur entraîneur peut-être il ferait, là, parce que moi, c'est plus au niveau tactique, eux, c'est technique, je veux dire, eux autres, c'est au niveau tactique. Fait que on va voir, il y a quand même de l'intérêt. Il y a beaucoup d'intérêt même, c'est surprenant. Là, ça se peut que je sois bien occupé dans les prochaines semaines. Ah, ben, l'invitation est lancée. Là. Si jamais il y a des entraîneurs de hockey de la région de l'Estrie là, à l'écoute là, de Sherbrooke, ben, il y a un coach là, qui a déjà joué dans la LHMQ, qui joue présentement dans la Ligue américaine, qui vous offre ses services. As-tu quelque chose à ajouter, James, là-dessus? Je trouve ça très intéressant. Puis écoute, passionné de hockey, entraîneur pour les jeunes, est-ce que c'est une façon pour toi là, de redonner ce que tu as appris dans ton parcours, en fait? Exactement. C'est en plein dans le mille. Là. Selon moi, tout ce que j'ai appris, c'est de savoir qu'il faut que je communique. Parce que si je garde juste pour moi, ça ne sert à rien. C'est comme une chaîne. Puis juste de venir sur le podcast avec vous, c'est intéressant de vous voir aussi débuter dans ce domaine-là parce que vous êtes le futur des journalistes puis de la communication puis de tout ça. Fait que je vous félicite pour ça. Mais ouais, c'est très important pour moi de redonner là, dans un certain sens parce que j'ai beaucoup reçu puis je suis choyé pour ça. Là. Parfait. Ça fait le tour de mon côté. Je ne sais pas si tu voulais parler d'autre chose, James. Non, c'est complet pour moi aussi. Merci beaucoup pour ton temps et tes réponses. Je suis content. Puis écoute, j'ai aimé l'expérience. Merci à toi, Charles, également, là, de m'avoir invité là, pour justement la discussion d'aujourd'hui. Puis on se reparle. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, Jérémy. Ça fait Puis plaisir. écoute, comme je t'ai dit là, au début, là, ça va être en ligne jeudi matin. Merci beaucoup, James, d'être venu avec moi là, pour cette première là, de la saison 2 de Boisvert Radio. C'est très apprécié. Puis écoute, je pense à toi là, pour les invités ayant un lien avec le hockey. Et ben, finalement, merci à vous, là, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute de ce premier podcast là, de la deuxième saison de Boisvert Radio. On va être de retour la semaine prochaine avec un autre invité, peut-être avec un autre collaborateur, je vous reviens là-dessus. Donc voilà, à la semaine prochaine pour un nouveau podcast à Boisvert Radio.